Mes parents voulaient vendre ma maison de campagne pour acheter un appartement à ma sœur. Maman a dit, maintenant, elle est enceinte et elle a besoin de son propre logement. Elle l'a vendu en secret. 2 semaines plus tard, papa est entré de force, sans savoir qui était l'acheteur. Je m'appelle Amanda Peterson et, à 35 ans, je n'aurais jamais imaginé que mes propres parents essaieraient de me voler. La maison de campagne que m'avait laissée ma grand-mère était mon sanctuaire, mon refuge du week-end et le seul endroit que je ressentais vraiment comme mon foyer. Quand j'ai entendu mes parents prévoir de la vendre pour ma sœur enceinte, Cassandra, quelque chose s'est brisé en moi. Ce jour-là, j'ai pris une décision qui allait changer notre famille pour toujours. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avant de continuer. Si vous regardez ceci en ce moment, j'aimerais savoir d'où vous me regardez. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez entendre plus d'histoires sur comment se défendre quand la famille dépasse les limites. En grandissant, ma grand-mère Elisa était mon pilier. Pendant que mes parents passaient leur temps à choyer ma petite sœur Cassandra, grand-mère Elisa m'a montré ce que signifiait l'amour vrai et inconditionnel. Chaque été, de mes 8 à mes 17 ans, je passais 3 mois dans sa maison de campagne. Je l'aidais à entretenir son potager, j'apprenais à préparer ses fameuses tartes aux pommes et je m'asseyais sur le porche qui entourait la maison pendant qu'elle me racontait des histoires de sa jeunesse. Pendant ces précieux étés, elle m'a appris l'importance d'être indépendante et de me défendre. À Amanda, disait-elle en entourant mes mains des siennes, usées par le travail, ne laisse jamais personne profiter de ton bon cœur. Même pas la famille. Surtout la famille. À ce moment-là, je pensais qu'elle me donnait juste un conseil général. Je n'avais aucune idée à quel point ces mots deviendraient prophétiques. La maison de campagne elle-même était une charmante ferme de 3 chambres, située sur un terrain d'un peu moins d'1 hectare, à environ 1h30 de route de la ville où je travaillais comme agente immobilière. Elle avait été construite dans les années 1940, avec des poutres en chêne massif, des planchers en bois qui craquaient d'une façon agréable et des fenêtres qui captaient parfaitement la lumière du matin. La propriété comprenait un petit verger de pommiers, un espace pour un potager et un garage séparé que ma grand-mère avait transformé en atelier pour sa passion de la peinture. Quand grand-mère Elisa est décédée il y a 5 ans, j'ai été dévasté. Elle avait 88 ans et, même si sa mort n'était pas une surprise, la douleur m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Lors de la lecture de son testament, j'ai été surprise de découvrir qu'elle m'avait légué spécifiquement la maison de campagne, accompagnée d'une lettre expliquant sa décision. Ma très chère Amanda. Je te laisse cette maison parce que tu es la seule à l'aimer vraiment comme moi. Je t'ai vu te connecter à cette terre depuis que tu étais toute petite. Cette maison a des histoires gravées dans ses murs, et je sais que tu les honoreras et y ajouteras tes propres chapitres. Ce n'est pas juste une propriété, c'est une partie de qui tu es. Au début, mes parents semblaient me soutenir. Ils avaient leur propre maison confortable en banlieue et n'avaient jamais montré beaucoup d'intérêt pour « la vieille maison de campagne », comme ils l'appelaient. Ma sœur Cassandra, 28 ans et toujours la préférée, était trop centrée sur la vie citadine pour s'intéresser à une maison sans centres commerciaux à proximité. Pendant 5 ans, j'ai mis tout mon cœur, mon âme et une bonne partie de mes économies dans la préservation et l'amélioration de la propriété. J'ai modernisé la plomberie et l'électricité, restauré les planchers en bois d'origine et replanté le jardin avec les graines anciennes que ma grand-mère avait conservées. Chaque week-end où je pouvais, je prenais la route le vendredi soir et je revenais le dimanche soir, l'esprit rechargé par la paix que j'y trouvais. La différence entre ma sœur et moi ne pouvait pas être plus marquée. Pendant que je construisais une carrière stable comme agente immobilière, devenant l'une des meilleures vendeuses de mon entreprise, Cassandra passait d'un emploi à l'autre, d'une relation à une autre, et d'un appartement à l'autre. Nos parents trouvaient toujours des excuses à son esprit libre et son tempérament artistique, alors que mon côté pratique et mon éthique de travail étaient pris pour acquis, jamais célébrés. Ta sœur est sensible, disait ma mère chaque fois que Cassandra quittait un travail parce que son patron ne la comprenait pas. Pendant ce temps, mes semaines de 60 heures de travail et mes succès professionnels étaient accueillis par de simples hochements de tête et des changements rapides de sujet. Malgré ce déséquilibre, je gardais des relations cordiales avec ma famille. Les dîners du dimanche chez mes parents étaient une tradition mensuelle, même si je me sentais souvent plus spectatrice que participante, les conversations tournant presque toujours autour du dernier drame de Cassandra ou du cercle social de mes parents. Tout a changé il y a 3 mois, quand Cassandra a annoncé qu'elle était enceinte. Son petit ami Tyler, avec qui elle sortait depuis un peu moins d'1 an, était assis mal à l'aise à table pendant que ma sœur partageait la nouvelle. Mes parents ont d'abord été surpris, puis rapidement euphoriques à l'idée de leur premier petit enfant.
Ça change tout, a déclaré ma mère en serrant la main de Cassandra. Vous devez commencer à vous préparer pour ce bébé. J'ai offert mes félicitations sincères, même si j'avais des doutes sur la préparation de ma sœur à la maternité, vu son mode de vie instable. Ces doutes se sont confirmés dans les semaines suivantes, quand le sujet du logement du couple est devenu récurrent. Ils ne peuvent pas rester dans ce minuscule appartement une chambre avec un bébé, s'inquiétait ma mère lors d'un dîner. Les loyers sont tellement chers de nos jours, ajouta mon père, en me regardant de façon insistante. C'est difficile pour les jeunes qui commencent. Je sentais que la conversation s'orientait vers une demande d'aide financière, ce qui ne serait pas la première fois. Au fil des ans, j'avais prêté de l'argent à Cassandra pour diverses urgences, jamais remboursées. Avec mon revenu stable, je m'étais déjà résigné à l'idée qu'on me demanderait peut-être de contribuer aux besoins du futur bébé. Mais je n'avais pas prévu à quel point leur attente allait aller loin. C'est lors d'un dîner en famille, environ 2 mois après l'annonce de la grossesse, que j'ai découvert leur plan par hasard. Je m'étais levé pour aller aux toilettes et, en revenant par le couloir, j'ai entendu la voix de mon père depuis la cuisine. Je pense qu'on devrait mettre en vente la maison de campagne le mois prochain. Le printemps est le meilleur moment pour vendre, on pourrait en tirer le meilleur prix dans ce marché. Je me suis figé, pensant d'abord qu'il parlait d'une de ses propres propriétés. Mon père avait déjà investi dans l'immobilier, même s'il avait toujours refusé mes conseils professionnels. « Tu crois qu'Amanda s'y opposera ?» répondit ma mère, à voix basse, mais assez fort pour que je l'entende. La mention de mon nom m'a glacé le sang. Il ne pouvait pas parler de ma maison. La maison qui m'appartenait légalement, que ma grand-mère m'avait laissée par testament, que j'avais entretenue et améliorée avec mon argent pendant 5 ans. Là elle doit comprendre, continua mon père. Cassandra fonde une famille. Elle a besoin de son propre logement, pas d'un appartement étroit. En plus, Amanda n'y vit même pas à plein temps. J'ai senti mes mains trembler quand j'ai compris la réalité de leur conversation. Ils planifiaient de vendre ma maison, mon héritage, mon sanctuaire, sans même m'en parler, comme si c'était un bien familial commun et pas ma propriété personnelle. On devrait en parler après le dessert, proposa ma mère. En insistant sur à quel point c'est important pour le bébé. Par « raisonnable », je savais qu'elle voulait dire « conciliable ». La fille parfaite qui ne causait jamais de problème, qui acceptait les décisions familiales sans protester, celle sur qui on pouvait toujours compter pour se sacrifier pour sa sœur, comme je l'avais fait toute ma vie. J'ai dû faire un bruit, car la conversation s'est brusquement arrêtée. En me reprenant, je suis entré dans la cuisine avec, j'espérais, une expression neutre. « Tu as besoin d'aide pour le dessert, maman ?» demandai-je, ma voix étonnamment ferme malgré la tempête qui grondait en moi. « Non ma chérie, je prépare juste le café. Va t'asseoir. On arrive. » Je suis retourné à la salle à manger, où Cassandra montrait quelque chose à Tyler sur son téléphone, tous deux riant. Ma sœur m'a regardé avec un sourire qui semblait maintenant calculé plutôt que chaleureux. « Tout va bien, sœur ? Tu as l'air bizarre. » Juste fatigué du travail, répondis-je en reprenant ma place. Quand mes parents sont revenus avec le café et la tarte aux pommes de ma mère, j'ai attendu qu'ils abordent le sujet. Une partie de moi espérait avoir mal entendu ou mal compris, qu'ils ne pouvaient pas vraiment prévoir ce que je croyais. Mon père s'est éclairci la gorge après avoir servi la tarte. « Amanda, on voulait discuter de quelque chose d'important avec toi. C'est à propos de la maison de ta grand-mère. »« Ma maison ?» corrigeai-je doucement. Il cligna des yeux, déstabilisé un instant. « Oui, enfin, techniquement, mais on a réfléchi à la situation de Cassandra. » Ma mère intervint, prenant le ton mielleux qu'elle utilisait pour persuader quelqu'un. « Ta sœur va avoir un bébé, Amanda. Ils ont besoin d'espace, d'un vrai foyer pour élever un enfant. » Demandai-je, sentant une froideur s'installer dans ma poitrine. « On pense que la solution la plus sensée serait de vendre la maison de campagne, » déclara mon père simplement. Ça fournirait assez d'argent pour la compte d'un bel appartement pour Cassandra et Tyler, avec 2 chambres dans un bon quartier scolaire. Je les fixai, attendant qu'ils reconnaissent l'audace de leur proposition. Rien ne vint. « Cette maison m'appartient, » dis-je lentement. Grand-mère me l'a laissée dans son testament. Je paie les impôts, l'assurance, l'entretien. J'ai investi des milliers de dollars dans les rénovations. Les personnes ne disent que tu n'as pas fait un travail charmant, ajouta vite ma mère. Mais sois pratique, Amanda, tu n'y vas que les week-ends. Ta sœur a besoin d'un logement tous les jours.
Alors achetez-lui en un, rétorquai-je, ma voix se durcissant. Pourquoi ça devrait être ma maison qui est vendue? Parce qu'on n'a pas cette somme disponible, lança mon père, sa façade, raisonnable, commençant à se fissurer. C'est une question de famille qui est de la famille. Ta sœur est enceinte, ajouta ma mère, comme si j'avais pu oublier ce détail. Tu veux bien que ton neveu ou ta nièce grandisse dans un bon environnement, non? Je me tournai vers Cassandra, qui était restée inhabituellement silencieuse jusque-là. Elle soutint mon regard avec un mélange d'arrogance et de défi. J'ai déjà commencé à penser comment j'aménagerais la chambre du bébé, dit-elle. La deuxième chambre reçoit une très belle lumière le matin. Ce serait parfait. La manière désinvolte dont elle parlait de MON Espace, la pièce où je gardais les couvertures de ma grand-mère et mon matériel de peinture, fit naître quelque chose de féroce en moi. Ils avaient déjà tout prévu, tout discuté, pris des décisions, sans même m'en dire un mot avant aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, dis-je en posant doucement ma tasse pour cacher le tremblement de mes mains. Vous voulez que je renonce à la maison que ma grand-mère m'a laissée spécialement, que j'ai entretenue avec amour pendant 5 ans, pour que vous puissiez la vendre et donner l'argent à Cassandra pour un appartement. Ne pas renoncer, corrigea mon père. Tu aurais aussi une part du bénéfice. Bien sûr, que c'est généreux, répondis-je, incapable de cacher l'amertume dans ma voix. Et quelqu'un a pensé à me demander avant de faire ses plans, ou vous avez juste supposé que je serais d'accord? Comme toujours, Amanda, soupira ma mère. Ne sois pas difficile. C'est ce que font les familles, elles se soutiennent. Le soutien, c'est mutuel, maman. Quand est-ce que quelqu'un dans cette famille a soutenu ce que moi je veux, ce dont moi j'ai besoin? Un silence tendu tomba sur la table. Ce n'était pas ainsi que fonctionnait notre famille. On évitait les conflits ouverts, surtout quand il s'agissait que Cassandra obtienne ce qu'elle voulait. Tyler, visiblement mal à l'aise, finit par dire « Peut-être qu'on devrait en discuter à un autre moment, quand tout le monde sera plus calme. » Il n'y a rien à discuter, dis-je en me levant. La maison est à moi. Je ne la vendrai pas, ni maintenant ni jamais. Amanda, s'exclama ma mère. Là, assieds-toi. On n'a pas fini. Moi si, répondis-je en prenant mon sac. Merci pour le dîner. Alors que je me dirigeais vers la porte, mon père m'appela. Réfléchis au moins. La famille doit passer en premier. Je m'arrêtai, la main sur la poignée. C'est exactement ce que je fais. Je sortis sans un mot de plus, la porte claquait derrière moi marquant mon départ d'une façon inhabituelle pour la fille conciliante que j'avais toujours été. En m'asseyant dans ma voiture, les mains crispées sur le volant, je réalisais qu'il s'attendait pleinement à ce que je cède, comme toujours. Pas cette fois. Le week-end suivant, je conduisis jusqu'à la maison de campagne avec une lourdeur dans le cœur que je n'avais jamais associée à ce lieu. Pendant 5 ans, franchir le seuil de la vieille ferme m'avait toujours apporté une paix immédiate. Maintenant, en ouvrant la porte, je sentais le poids de la trahison familiale m'accompagner. Je parcourus chaque pièce, observant lentement les détails que j'aimais tant. La cuisine avec son frigo Vermont des années 50 que j'avais restauré spécialement, le salon avec la cheminée en pierre où ma grand-mère et moi avions passé d'innombrables soirées à jouer aux cartes et à parler de la vie. La chambre principale où j'avais gardé avec soin le cadre de lit sculpté à la main que mon grand-père avait fabriqué pour leur mariage. Sur le porche qui entourait la maison, je m'assis dans le fauteuil à bascule de ma grand-mère et tentai d'imaginer cet endroit appartenant à des étrangers. Cette pensée me fit mal physiquement. Cette maison, ce n'était pas juste du bois, des clous et une valeur immobilière, c'était des souvenirs, un lien, et le seul endroit où je sentais vraiment la présence de ma grand-mère. Mon téléphone vibrait sans arrêt depuis que j'avais quitté la maison de mes parents le dimanche précédent. J'avais répondu au strict minimum, envoyant de courts messages pour dire que j'allais bien mais que j'avais besoin d'espace. Là, assise sur le porche à regarder le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et de rose, ma mère appela encore. Amanda, commença-t-elle sans détour quand je décrochai, j'aimerais que tu arrêtes de faire la tête. On essaie d'avoir une discussion familiale sérieuse. Il n'y a rien à discuter, répondis-je calmement. C'est ma maison. Je ne la vendrai pas. Ta sœur pleure toutes les larmes de son corps, rétorqua-t-elle, brandissant l'arme qui avait toujours marché avant. Les larmes de Cassandra étaient leur joker dans notre dynamique familiale depuis l'enfance. Je suis désolé de l'apprendre, dis-je, surprise de ne pas ressentir la culpabilité habituelle. Mais ça ne change pas ma décision.
Ton père a déjà parlé à un ami agent immobilier. Il dit qu'on pourrait la mettre en vente la semaine prochaine. La façon désinvolte dont elle annonça ça déclencha en moi une nouvelle vague de choc. Sans mon autorisation. Je suis la propriétaire légale, maman. Moi seul peux vendre cette maison. Ne sois pas si technique, Amanda, soupira-t-elle. C'est une affaire de famille. Ce n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire légale, et je te le dis clairement, je ne vendrai pas ma maison. La conversation s'acheva sur le soupir frustré de ma mère, suivi d'un clic quand elle raccrocha. Ce n'était que le début. Tout le week-end, les appels et les SMS se succédèrent. Mon père m'envoya des liens d'appartements qu'il jugeait parfaits pour Cassandra, avec des notes sur leur prix. Ma sœur m'envoya des photos de meubles pour bébé avec des légendes comme « Ce berceau serait trop mignon dans la chambre à l'étage ». Le dimanche soir, alors que je me préparais à retourner en ville, je reçus le message le plus choquant jusque-là. Mon père m'écrivit. Nous avons organisé une journée portes ouvertes pour samedi prochain. Merci de t'assurer que la maison soit en ordre. Je l'appelai immédiatement. Qu'est-ce que tu as fait? Pardon? Allons, Amanda, commença-t-il avec son ton apaisant. On voulait juste lancer les choses. Les gens sont très intéressés par les maisons de campagne en ce moment. Annule, dis-je fermement. Tu n'as pas le droit de montrer ma maison à qui que ce soit. On a toujours la clé de secours depuis qu'on t'a aidé à déménager des meubles l'année dernière, continua-t-il comme si je n'avais rien dit. Alors ne t'inquiète pas, on s'occupe de tout. La révélation que mes parents étaient entrés dans ma propriété sans mon accord ni même m'en avertir fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. On dépassait la simple arrogance, on frôlait désormais le vol. Je terminai l'appel et appelai aussitôt ma meilleure amie, Stéphanie, ma confidente dans de nombreux drames familiaux au fil des années. Ils ont fait QOI, s'exclama-t-elle après que je lui eus expliqué la situation. Amanda, ce n'est pas juste déplacé, c'est illégal. Ils ne peuvent pas vendre un bien qui ne leur appartient pas. Je sais, soupirai-je, mais ça n'a pas l'air de les déranger, ce petit détail. Qu'est-ce que tu vas faire? Je regardais le ciel qui s'assombrissait, les premières étoiles apparaissant. Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas les laisser m'enlever ça. Bien, répondit Stéphanie avec fermeté. Il est temps que tu leur tiennes tête. Ils profitent de ta gentillesse depuis des années. Après avoir raccroché, je restai longtemps à réfléchir à mes options. Je pouvais changer les serrures, mais ce ne serait qu'une solution temporaire. Je pouvais confronter mes parents à nouveau, mais ils avaient déjà prouvé qu'ils n'écouteraient pas. Je pouvais engager un avocat, mais l'idée de poursuivre ma propre famille me donnait la nausée. En rentrant en ville ce soir-là, une idée commença à germer. Extrême, peut-être même un peu vengeresse, mais plus j'y pensais, plus je me disais que c'était ma seule option pour reprendre le contrôle. J'étais agente immobilière. Si quelqu'un devait vendre ma maison, ce serait moi, et à mes conditions, pas aux leurs. Cette décision m'apporta comme un soulagement. En arrivant à mon appartement, je savais exactement ce que j'allais faire. Mes parents voulaient vendre ma maison pour Cassandra? Très bien. Mais ils allaient apprendre une dure leçon sur les suppositions concernant mon obéissance. Le lundi matin, je me rendis directement au bureau de mon courtier. Darren, dis-je en m'asseyant en face de lui, je veux mettre ma propriété en vente, et vite. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon. En tant que l'une des meilleures agentes de mon entreprise, je savais exactement comment positionner la maison pour une vente rapide. J'ai sollicité des faveurs auprès de photographes, décorateurs et spécialistes de l'annonce. Le mercredi, les photos professionnelles montrant le charme de la ferme et la beauté du terrain étaient prêtes. J'ai rédigé moi-même la description. Une maison de campagne historique avec commodité moderne, sur un terrain arboré de près d'1 hectare, comprenant un verger de pommiers établi. Plancher en bois d'origine, cheminée en pierre, détails artisanaux partout. Cuisine et salle de bain rénovées, toit neuf et électricité entièrement refaite. À 1h30 du centre-ville, parfait refuge de week-end ou résidence à l'année pour qui cherche la paix sans sacrifier le confort. J'ai fixé volontairement un prix légèrement inférieur au marché, pour susciter un intérêt immédiat. Le marché des maisons de campagne était solide, beaucoup de citadins cherchant une propriété de retraite pas trop loin. Mon courtier, Darren, leva un sourcil face à mon urgence, mais ne posa pas trop de questions. On travaillait ensemble depuis assez longtemps pour qu'il fasse confiance à mon jugement, même s'il se doutait qu'il y avait plus derrière.
Des demandes spéciales pour les visites, demanda-t-il en finalisant le dossier. Oui. Pas de portes ouvertes publiques. Seulement des acheteurs qualifiés avec preuve de fonds ou préapprobation, et je veux approuver personnellement chaque visite. Cela me permettrait de contrôler qui voyait la propriété et quand, réduisant les chances que mes parents ou ma sœur apprennent la nouvelle trop tôt. Depuis quelques jours, j'étais volontairement vague dans mes échanges avec eux. Je ne mentais pas, mais je ne donnais aucune info sur mes plans. Quand mon père m'écrivit pour demander si j'avais changé d'avis, je répondis juste que j'y réfléchissais. Quand ma mère appela pour dire que son ami agent immobilier voulait passer jeudi prendre des mesures, je répondis que j'avais un client à la maison ce jour-là, donc que ce ne serait pas possible. Ce n'était pas un mensonge, puisque je serais effectivement là, avec un photographe. L'annonce fut publiée le vendredi matin, en privé, visible uniquement par les agents et leurs clients, pas sur les sites publics où ma famille pouvait tomber dessus. À midi, nous avions déjà 6 demandes de visite. Je les programmais soigneusement pour le samedi, sachant que mes parents seraient à un tournoi de golf caritatif. Je pris ma journée, partis tôt préparer la maison, veillant à ce que tout soit parfait. Les 2 premiers couples étaient sympathiques, mais pas vraiment intéressés. Le troisième, un couple d'artistes cherchant un atelier, adorait l'endroit mais dépassait clairement son budget. Les 4e et 5e étaient des investisseurs voulant en faire des locations de vacances. L'idée que la maison de ma grand-mère devienne un Airbnb me serra le cœur. La dernière visite fut celle de Gabriel Jackson, un homme d'affaires prospère d'une 40aine d'années cherchant un refuge privé loin de son travail stressant en ville. Dès qu'il franchit la porte, je vis sa réelle appréciation pour le caractère de la maison. Ce travail artisanal. Dit-il en passant sa main sur la rampe en chaîne de l'escalier. On ne voit plus ça aujourd'hui. En lui faisant visiter, Gabriel posa des questions réfléchies, non seulement sur les aspects pratiques, mais aussi sur l'histoire et l'âme du lieu. En arrivant dans l'atelier du garage aménagé, il resta longtemps à contempler l'espace. Ma femme, décédée, était peintre, expliqua-t-il doucement. Elle a toujours rêvé d'un atelier avec lumière du Nord comme celui-ci. Il y avait dans sa manière d'être un respect pour la maison et sa signification, qui me rappela mon propre lien avec elle. Quand il demanda si nous pouvions nous asseoir quelques minutes sur le porche avant de partir, j'acceptai. C'est une propriété spéciale, Amanda, dit Gabriel alors que nous étions assis dans les fauteuils à bascule, face au verger. Je peux voir qu'elle compte beaucoup pour toi. J'hésitai, puis je me surpris à lui expliquer la situation. Pas tout le drame familial, mais assez pour qu'il comprenne que vendre était une décision difficile pour moi. Ma grand-mère me l'a laissée, dis-je. J'ai toujours pensé la garder pour toujours, mais les circonstances ont changé. Gabriel hocha la tête, pensif. Si je faisais une offre, ça te donnerait un peu de paix de savoir que je prendrais soin de cet endroit comme tu l'as fait? Je ne la détruirai pas et je ne diviserai pas le terrain. Je veux juste un endroit tranquille pour lire et voir les saisons changer. Quand il partit, j'eus la forte impression qu'il ferait une offre. Effectivement, son agent appela le mien 2 heures plus tard. Offre nette, au prix demandé, avec demande de clôture rapide mais occupation flexible pour me laisser le temps de dire au revoir à la maison. J'acceptai immédiatement. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon de paperasse, d'inspection et d'emballage discret. Je dis à ma famille que j'étais occupé avec un gros mandat au travail, ce qui n'était pas totalement faux. J'évitais le dîner du dimanche en prétextant des obligations avec des clients. Quand ma mère insista pour savoir quand reprogrammer leur journée portes ouvertes prévue, je détournai la conversation avec des réponses vagues, disant que je réglais encore quelques détails. En réalité, je retirais soigneusement de la maison les objets à valeur sentimentale plutôt que monétaire. Les fiches de recettes écrites à la main par ma grand-mère, le dessus de lit qu'elle avait fait pour ma remise de diplôme, des photos de famille irremplaçables. Je travaillais avec mon avocat pour que toute la documentation soit impeccable, sans possibilité de contestation. La maison m'appartenait incontestablement et mon nom seul figurait sur l'acte, l'héritage ayant été réglé 5 ans plus tôt. Mes parents n'avaient absolument aucun droit légal dessus, malgré leur croyance que les biens familiaux étaient partagés, quelle que soit la loi. La signature fut fixée à un jeudi matin. Gabriel et moi nous retrouvâmes à l'office notarial, préférant gérer ça en personne. Pendant que nous signions les multiples documents, je ressentais un mélange de tristesse à l'idée de laisser partir ce lieu et de satisfaction d'avoir repris le contrôle. « J'ai quelque chose pour toi », dit Gabriel une fois les dernières signatures apposées et les clés officiellement remises. Il sortit une carte de visite. C'est mes coordonnées personnelles.
Si un jour tu veux visiter la propriété, appelle-moi. Tu seras toujours la bienvenue. Le geste me fit monter les larmes aux yeux. Merci. Ça compte plus que tu ne l'imagines. En marchant vers ma voiture, un chèque de banque en main pour un montant supérieur à toutes les estimations que mes parents auraient pu faire, je ressentis un étrange mélange de perte et de libération. J'avais transféré les fonds vers un compte dans une autre banque, m'assurant que mes parents n'aient aucun accès ni même connaissance de cet argent. Restait la partie difficile, attendre qu'ils découvrent ce que j'avais fait. Pendant 2 semaines après la vente, je parvins à maintenir l'illusion. Je m'excusais des dîners du dimanche avec de faux prétextes professionnels. Je répondis aux SMS avec juste assez d'informations pour éviter les soupçons, mais pas assez pour révéler mes actions. Je savais que ça ne durerait pas éternellement, mais j'avais besoin de temps pour me préparer à l'inévitable confrontation. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était la rapidité et l'intensité de cette confrontation. Elle arriva un samedi matin. J'étais dans mon appartement, savourant un rare petit déjeuner tranquille, quand mon téléphone sonna. C'était mon père, d'une voix inhabituellement paniquée. « Amanda, Dieu merci tu réponds. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta maison ?» Mon cœur se serra, le moment de vérité arrivait plus tôt que prévu. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je pour gagner du temps. On est allé à la maison de campagne avec Cassandra pour prendre des mesures pour les meubles du bébé, expliqua-t-il rapidement. J'ai utilisé ma clé pour entrer et il y avait un homme à l'intérieur qui a dit qu'on faisait une effraction. Il a dit qu'il allait appeler la police. Je compris immédiatement, mes parents avaient emmené Cassandra dans ma maison ou plutôt mon ex-maison, étaient entrés sans permission avec une clé qu'ils n'auraient jamais dû garder, et étaient tombés sur Gabriel, le propriétaire légal, qui avait logiquement pensé à des intrus. Restez sur place, dis-je, étonnamment calme. J'arrive. Dépêche-toi, cet homme menace de nous faire arrêter. Je conduisis plus vite que je n'aurais dû et arrivé en un peu plus d'1 heure. En montant l'allée gravillonnée, je vis une scène surréaliste. Une voiture de police derrière celle de mes parents, ma mère assise sur les marches du Porsche, l'air choqué, mon père gesticulant devant un policier patient, Cassandra pleurant dans la voiture, et Gabriel debout près de la patrouille. Quand je sortis de ma voiture, tous les regards se tournèrent vers moi. « Amanda !» s'écria mon père avec soulagement. « Dis à l'agent que c'est ta maison et qu'on a le droit d'être là. » Je m'avançai lentement, le poids du moment m'écrasant. C'était le point de non-retour. En réalité, dis-je clairement, ce n'est plus ma maison. Je l'ai vendue il y a 2 semaines à Monsieur Jackson. C'est le propriétaire légal. Le silence qui suivit fut total. Même les sanglots de Cassandra cessèrent. Le visage de mon père passa du soulagement à la confusion, puis à l'horreur. « De quoi tu parles ?» finit par dire ma mère, se levant. « Mais tu ne peux pas l'avoir vendue. On devait la vendre pour l'appartement de Cassandra. » Le policier regarda ma mère avec une expression de compréhension. « Madame, vous me dites que vous êtes entrée ici sans autorisation du propriétaire ?»« Non, non » s'empressa de dire mon père. « C'est juste un malentendu familial. »« Amanda, dis-leur que c'est une erreur. » Je jetai un regard à Gabriel, qui m'adressa un léger signe de tête. « Il n'y a pas d'erreur, dis-je fermement. J'ai vendu la maison à Monsieur Jackson il y a 2 semaines. La vente est enregistrée au comté. Mes parents et ma sœur n'ont plus aucun droit d'accès à cette propriété. »« C'est impossible » s'écria ma mère. « Tu n'as pas pu la vendre sans nous le dire. On avait des plans. » »« Vos plans, pas les miens. Vous avez décidé de ce qui arriverait à ma maison sans me consulter. Vous avez prévu des visites sans ma permission, gardé une clé à mon insu, et aujourd'hui vous êtes entré par effraction dans une maison qui ne m'appartient plus. » Le visage de mon père vira au rouge vif. « Mais tu n'avais pas le droit. »« J'en avais pleinement le droit, » répliquai-je. La maison m'appartenait légalement, moralement, et dans tous les sens du terme. Le policier, mal à l'aise face à ce drame familial, se racla la gorge. D'après ce que j'entends, il semble que ces personnes, il désigna mes parents, soient entrées illégalement, même si c'est sous un malentendu. « Monsieur Jackson, voulez-vous porter plainte pour intrusion ?» demanda l'agent. Gabriel secoua la tête. « Non, ce ne sera pas nécessaire, tant qu'ils partent maintenant et comprennent qu'ils ne peuvent pas revenir sans invitation. » Mon père sembla prêt à protester, mais ma mère lui prit le bras. « Allons-y, Robert. Pas ici, pas comme ça. » En se dirigeant vers leur voiture, Cassandra finit par sortir,
le visage mouillé de larmes et crispé de colère. « Comment as-tu pu me faire ça ?» cria-t-elle en marchant vers moi. « Ah mon bébé. Tu savais qu'on avait besoin de cette maison. Tu avais besoin d'un endroit où vivre, répondis-je calmement. Pas spécifiquement cette maison. Pas et ma maison. Tu es tellement égoïste. Tu as toujours été jalouse de moi et maintenant tu t'en prends à mon enfant innocent. Mon père dut la ramener physiquement à la voiture tandis qu'elle continuait à crier des accusations. À travers la vitre ouverte, je l'entendis sangloter que j'avais tout gâché et que je n'avais jamais aimé ma famille. Une fois parti, l'agent inclina son chapeau. Je vais faire un rapport, mais puisque personne ne souhaite porter plainte, ça devrait s'arrêter là. Je vous conseillerais de changer les serrures si ce n'est pas déjà fait, madame. C'est déjà fait, assura Gabriel. Merci pour votre aide. Quand la voiture de police s'éloigna, Gabriel et moi restâmes maladroitement dans l'allée. Je suis désolé, dis-je enfin. J'aurais dû te prévenir qu'un truc comme ça pouvait arriver. Il secoua la tête. Les histoires de famille sont rarement simples ou prévisibles. Tu veux entrer boire un café? Pour moi, ton Porsche reste aussi un peu le tien. Je regardais la maison, ses lignes familières désormais appartenant à quelqu'un d'autre. Merci, mais je devrais probablement gérer les conséquences de tout ça. Une autre fois. Quand tu veux, dit-il gentiment. En conduisant vers la ville, mon téléphone se mit à vibrer sans arrêt, messages et appels de mes parents et de ma sœur. Je l'éteignis. J'avais besoin d'espace pour digérer ce qui venait de se passer. La confrontation avait été aussi horrible que je l'avais redoutée. Mais sous le stress et la culpabilité, il y avait un sentiment inattendu de soulagement. La vérité était sortie. Pour le meilleur ou pour le pire, j'étais resté ferme. Les semaines qui suivirent ce que ma mère appela dramatiquement « la trahison » furent parmi les plus difficiles de ma vie d'adulte. Ma famille alternait entre un silence glacial et des colères explosives, sans jamais chercher une vraie discussion. Mon père m'envoya une lettre officielle exigeant que je leur remette l'argent de la vente, affirmant qu'il s'agissait de « fonds familiaux » destinés à l'appartement de Cassandra. Ma mère laissa des messages vocaux en pleurs, disant que je lui avais brisé le cœur et détruit la famille. Ma sœur me bloqua sur tous les réseaux sociaux et raconta à des amis communs que je l'avais abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de moi. Bientôt, des parents éloignés s'en mêlèrent, ayant entendu des versions très différentes de l'histoire. Ma tante Carole m'appela pour me demander si c'était vrai que j'avais vendu la ferme familiale dans le dos de tout le monde. Mon cousin Patrick m'envoya un message pour me dire qu'il pensait que j'avais eu raison de me défendre mais il était minoritaire. Le récit qui circulait était que moi, la femme de carrière égoïste, j'avais ignoré cruellement les besoins de ma sœur enceinte par rancune et par cupidité. Peu voulaient entendre ma version, que la maison m'appartenait légalement, que je l'avais entretenue seule pendant des années, et que ma famille avait tenté de se l'approprier sans mon consentement. Il y eut des moments où je remis ma décision en question, me demandant si j'aurais dû trouver un compromis. Peut-être que j'aurais pu prêter à Cassandra de quoi payer un acompte tout en gardant la maison. Peut-être que j'aurais pu la vendre et partager plus équitablement les bénéfices. La culpabilité s'invitait dans mes moments de calme, me faisant douter si je n'avais pas réagi trop fort. Puis je me souvenais du ton autoritaire de leur voix, parlant de la vente de ma propriété comme si je n'avais pas mon mot à dire. Je me souvenais de la façon dont ma sœur supposait naturellement que la chambre où je gardais mes biens les plus précieux deviendrait la chambre du bébé. Et je repensais à la lettre de ma grand-mère, me confiant cette maison précisément parce qu'elle savait que j'honorerais son histoire et sa valeur. Environ un mois après la confrontation, je reçus un message inattendu de Tyler, le petit ami de Cassandra et père de son bébé. « On peut se voir autour d'un café ? Juste toi et moi. Il y a des choses que tu devrais savoir. » Curieuse et un peu méfiante, j'acceptai de le retrouver dans un café à mi-chemin entre mon bureau et son travail. Quand il arriva, il semblait fatigué et stressé, la perspective de devenir père pesant sur lui. « Merci d'être venu, dit-il en s'asseyant face à moi. Cassandra me tuerait si elle savait que je te parle. J'apprécie que tu aies pris contact, répondis-je. Comment vont-elle et le bébé? Tous deux en bonne santé, mais... Il hésita, remuant son café. Il y a des choses sur notre situation dont ta famille ne t'a pas parlé honnêtement. Pendant l'heure suivante, Tyler me révéla des choses qui changèrent ma vision de toute cette histoire. Contrairement à ce que mes parents avaient laissé entendre, lui et Cassandra n'étaient pas en détresse financière. Tyler avait un emploi stable dans l'informatique, avec de bons avantages.
Ils pouvaient payer leur appartement sans problème et, même s'il était petit, il se trouvait dans un quartier agréable avec d'excellentes écoles à proximité. Je n'ai jamais voulu ta maison, avoua-t-il. J'ai été surpris quand Cassandra m'a dit que c'était le plan. J'ai répété qu'on pouvait économiser pour avoir notre propre logement, mais elle insistait sur le fait que ses parents avaient promis de tout arranger. Il me confia aussi avoir été très mal à l'aise avec la manière dont ma famille me traitait pendant toute cette affaire. La façon dont ils parlaient de toi en ton absence, comme si tu leur devais un immense service et que tu étais difficile juste parce que tu ne disais pas oui tout de suite, ça ne me semblait pas juste. Le plus surprenant fut quand Tyler m'avoua qu'il économisait depuis plus d'1 an pour la compte d'un petit appartement. Je voulais que ce soit une surprise pour la naissance du bébé, mais maintenant, je ne sais même pas si c'est ce que Cassandra veut. Elle parle encore de la maison qu'elle a perdue comme si elle avait toujours été à elle. Cette conversation me poussa à enquêter moi-même. Grâce à mes contacts dans l'immobilier, je découvris que mes parents avaient refinancé leur propre maison 6 mois plus tôt, récupérant ainsi une somme importante. Ils avaient donc largement les moyens d'aider Cassandra à se loger s'ils l'avaient voulu sans toucher à ma propriété. Le puzzle s'assemblait. Ça n'avait jamais été une question d'urgence pour loger Cassandra. C'était une question pour mes parents de paraître généreux et solidaires, sans dépenser leur propre argent. Ils avaient vu mon héritage comme une solution facile, un bien, familial, à redistribuer comme bon leur semblait, au lieu de reconnaître que c'était ma propriété personnelle. Quand je racontais tout cela à Stéphanie, elle ne fut pas surprise. Ils t'ont toujours vu comme celle qui doit se sacrifier pour tout le monde, dit-elle. Ils n'ont probablement jamais imaginé que tu leur tiendrais tête comme ça. La fracture familiale s'élargit encore avec les semaines qui devinrent des mois. Les dîners du dimanche disparurent. Les projets pour les fêtes restaient incertains. Ma mère avait même commencé à dire aux amis de la famille que je traversais une mauvaise passe, et qu'il fallait prier pour que je retrouve la raison. Mon père adopta une approche plus directe en m'envoyant des emails de plus en plus sévères au sujet de mes obligations et de mon devoir familial. Quand je ne répondis pas comme il l'espérait, il tenta d'impliquer des connaissances communes comme médiateur, la plupart étant assez avisés pour rester à l'écart du conflit. Cassandra, désormais visiblement enceinte, utilisait sa grossesse comme une arme à chaque occasion. Par des amis communs, j'appris qu'elle racontait à qui voulait l'entendre que j'étais tellement jalouse qu'elle ait un bébé que j'avais saboté sa chance d'avoir un vrai foyer familial. Le plus douloureux fut le peu d'intérêt que ma famille montrait à comprendre ma perspective. Jamais mes parents n'avaient admis qu'ils auraient dû me consulter avant de faire des plans pour ma propriété. Jamais ma sœur n'avait exprimé la moindre reconnaissance pour les années où j'avais entretenu la maison, que soudain tout le monde avait décidé qu'elle devait être à elle. C'était comme si mes sentiments, mon autonomie et mes droits légaux n'étaient que des obstacles gênants à leur projet, plutôt que des éléments valables méritant respect. Pourtant, aussi difficile que fut cette période, elle fut étrangement éclairante. Pour la première fois, je voyais la dynamique familiale avec une totale clarté, sans le filtre du désir de maintenir la paix à tout prix. J'apprenais à fixer des limites, même si cela amenait des conflits. Je découvrais que je pouvais supporter la désapprobation sans m'effondrer. Parfois, dans le calme, je pensais à ma grand-mère et je me demandais ce qu'elle penserait de tout ça. Plus j'y réfléchissais, plus je me convainquais que sa décision de me laisser la maison, à moi seul plutôt qu'à la famille entière, avait été délibérée. Peut-être avait-elle vu des tendances chez mes parents que j'étais trop proche pour discerner. Ne laisse jamais personne profiter de ton bon cœur, m'avait-elle dit. Même pas la famille. Surtout la famille. Maintenant, je comprenais exactement ce qu'elle voulait dire. 6 mois passèrent avec un contact minimal avec ma famille proche. Je me plongeais dans le travail, établissant de nouveaux records de vente dans mon entreprise. Je m'habituais lentement au week-end sans mon refuge à la campagne. Je gardais un échange de textos occasionnels avec Tyler, qui me donnait de brèves nouvelles de la grossesse de Cassandra et de leurs préparatifs pour le bébé. Pendant ce temps, j'utilisais une partie de l'argent de la vente de la maison pour faire de bons placements, travaillant avec un conseiller financier pour créer un portefeuille diversifié. Je trouvais aussi un petit, mais charmant, appartement en copropriété, plus proche de la ville, avec un balcon assez grand pour un potager en pot, un piètre substitut au jardin que j'aimais, mais mieux que rien. Parfois, je recevais un SMS de Gabriel avec une photo de la maison de campagne, une fleur nouvelle dans le jardin, ou la neige fraîche sur le toit. Fidèle à sa parole, il avait préservé le caractère du lieu tout en se l'appropriant. Ces messages étaient doux amers, mais au fond réconfortants, la maison de ma grand-mère était entre de bonnes mains. Peu à peu, des membres de ma famille élargie commencèrent à me contacter individuellement.
Ma tante Déborah, la sœur de ma mère, m'invita à déjeuner et écouta réellement ma version des faits, sans jugement. Ma cousine Elisabeth m'inclut dans les préparatifs de son mariage malgré l'objection apparente de ma mère. Je reconstruisais lentement des liens, mais sur de nouvelles bases, le respect mutuel plutôt que l'obligation. Puis arriva la nouvelle que Cassandra avait donné naissance à une petite fille en bonne santé, Lily. L'annonce ne vint ni de ma sœur ni de mes parents, mais de Tyler, qui m'envoya un simple message avec une photo de sa fille. Je pensais que tu voudrais savoir que tu es tante. Le petit visage sur cette image réveilla quelque chose en moi, un rappel que, malgré tout, cette enfant innocente était ma nièce. Quels que soient les conflits entre les adultes, elle n'y était pour rien. Après mûre réflexion, je pris une décision qui me parut juste. Je créai un fonds pour l'université de Lily avec une partie du produit de la vente de la maison. Je l'organisai via un trust, de façon que l'argent ne puisse être utilisé que pour des frais d'éducation et reste inaccessible à ma sœur ou à mes parents pour d'autres usages. J'envoyai à Tyler les documents ainsi qu'un petit cadeau pour le bébé, une couverture douce, semblable à celle que ma grand-mère m'avait faite. Sa réponse fut immédiate et reconnaissante. Ça compte beaucoup. Peut-être que Cassandra ne le dira pas maintenant, mais un jour elle appréciera ce que tu as fait. Que ce soit vrai ou non restait à voir. Je ne l'avais pas fait pour la reconnaissance, mais parce que cela correspondait à mes valeurs et honorait le legs de générosité que ma grand-mère m'avait transmis. 2 semaines plus tard, je reçus un appel inattendu de ma mère. Sa voix sonnait plus vieille, plus éteinte que dans mes souvenirs. « Tyler nous a dit ce que tu as fait pour Lily », dit-elle après un salut maladroit. « C'était très attentionné de ta part. »« C'est ma nièce », répondis-je simplement. « Je veux le meilleur pour elle. » Un long silence suivit. « Ton père et moi avons réfléchi », reprit-elle enfin. « Peut-être que, je n'ai pas géré la situation de la maison aussi bien que j'aurais dû. » Ce n'était pas une vraie excuse, mais venant de ma mère, c'était inédit. Je restai silencieuse, attendant la suite. « Tu nous manques au dîner du dimanche », ajouta-t-elle. « Peut-être que tu pourrais venir ce week-end rencontrer Lily. » L'invitation resta suspendue, chargée de complications non dites. « J'aimerais la rencontrer, dis-je prudemment. Mais maman, j'ai besoin que tu comprennes pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je ne peux pas juste faire semblant que rien ne s'est passé. » Encore une longue pause. « Je ne peux pas parler pour ton père ou ta sœur, dit-elle enfin. Mais j'ai fini par comprendre qu'on aurait dû respecter que la maison t'appartenait. On aurait dû demander, pas supposer. » C'était un petit aveu, mais significatif, venant d'une femme qui n'avait jamais admis de faute à ma connaissance. « Merci de dire ça, répondis-je, la voix plus douce. Ça compte beaucoup. » Ce dîner du dimanche fut tendu, mais civilisé. Mon père resta poliment rigide, visiblement mal à l'aise mais faisant un effort. Cassandra fut froide au début, puis se détendit un peu en me voyant prendre Lily dans mes bras avec naturel. Le bébé était magnifique, avec les yeux bleus de Cassandra et les cheveux foncés de Tyler, une nouvelle vie encore préservée des conflits des adultes. Le fonds pour l'université était très généreux, dit mon père au moment du dessert, à la première allusion directe à toute cette affaire depuis le début de la soirée. Cassandra m'a dit qu'il couvrirait 4 ans dans une bonne école. Je voulais faire quelque chose qui compte pour Lily, expliquai-je. Quelque chose qui fasse une vraie différence dans son avenir. Nous avons réfléchi, intervint ma mère avec prudence. Peut-être qu'on s'est trop focalisé sur la maison elle-même, au lieu de voir l'ensemble de la question du soutien familial. Ton père et moi avons décidé d'aider Tyler et Cassandra à payer la compte d'un appartement qu'ils ont trouvé, un logement dont ils peuvent assumer les mensualités. C'était une information nouvelle et, à voir la tête de Cassandra, une décision récente. Ça me semble une bonne solution, répondis-je. C'est ce qu'on aurait dû faire dès le départ, admit brusquement mon père, ce qui était sans doute le plus proche qu'il arriverait d'une reconnaissance de son erreur. Au fil de la soirée, je me retrouvai à partager un moment tranquille avec Cassandra sur le porche, tandis qu'elle berçait Lily pour l'endormir. J'étais très en colère contre toi, dit-elle à voix basse, sans me regarder. J'avais l'impression que tu avais choisi une maison plutôt que moi et mon bébé. Ce n'était jamais ce choix-là, répondis-je. J'avais l'impression que mon autonomie, mon droit de décider pour ma propre propriété, était complètement ignoré, comme si ce que je voulais n'avait aucune importance. Elle resta silencieuse un instant. Je suppose que je n'avais jamais vu les choses de ton point de vue. Maman et papa ont toujours fait comme si la maison était un genre de bien familial, et comme j'en avais plus besoin que toi.
Mais ça n'a jamais été leur décision, soulignai-je doucement. De la même façon que je ne me permettrai jamais de prendre des décisions sur ta vie ou ta propriété sans te consulter. Elle hocha lentement la tête, en regardant sa fille endormie. La maternité me fait voir beaucoup de choses autrement, sur les limites et le respect. Je veux que Lily grandisse en sachant que ses opinions comptent, que personne n'a le droit de décider pour elle sans son accord. Ça me paraît être une excellente éducation, dis-je, sincèrement impressionné par ce signe de maturité chez ma sœur. Je ne peux pas te promettre que maman et papa comprendront un jour vraiment ce qu'ils ont mal fait, continua-t-elle. Ils sont très ancrés dans leurs habitudes. Mais je crois que, moi, je comprends maintenant, et je suis désolé, Amanda. Pas d'avoir voulu un bon foyer pour mon bébé, mais d'avoir supposé que j'avais le droit au tien. Ces excuses, bien plus directes que celles de ma mère, me firent pleurer sans que je m'y attende. Merci d'avoir dit ça. Ça compte plus que tu ne l'imagines. Dans les mois qui suivirent, notre famille entama un processus lent, parfois maladroit, de guérison. Les dîners du dimanche reprirent, même s'ils avaient souvent lieu dans mon nouveau condo ou dans l'appartement de Tyler et Cassandra. Mes parents ne reconnurent jamais totalement l'ampleur de leur empiètement, mais ils firent des efforts pour respecter mes limites d'autres manières. Je gardai mon amitié avec Gabriel, acceptant parfois ses invitations à visiter la maison de campagne. C'était différent de la voir en tant qu'invité plutôt qu'en tant que propriétaire, mais il y avait aussi là une forme de guérison, un rappel que laisser partir ne signifiait pas tout perdre. À mesure que Lily passait de nouveau-né à bébé, puis à une petite exploratrice curieuse, elle devint un pont entre des relations autrefois brisées. Il était impossible de garder du ressentiment en la voyant découvrir le monde avec émerveillement. Grâce à elle, je trouvais une nouvelle connexion avec ma sœur, un engagement commun envers l'avenir qui transcendait les conflits passés. Ma grand-mère avait eu raison depuis le début, la famille est importante, vitale même, mais des relations familiales saines exigent du respect, des limites et le courage de rester ferme lorsque ces limites sont franchies. La maison qu'elle m'avait laissée m'avait appris cette leçon de façons inattendues. Au final, je ne regrettais pas d'avoir vendu la maison de campagne. Ce que j'avais gagné, aussi douloureux qu'ait été le processus, était bien plus précieux, la certitude que je pouvais me défendre, même contre ceux que j'aimais le plus, et en sortir plus forte. L'amour familial, avais-je appris, ne doit jamais exiger le sacrifice de l'amour-propre. Le vrai soutien familial va dans les deux sens, il honore l'autonomie de chacun tout en offrant une aide sincère. Il a fallu une crise pour que nous apprenions tous cette leçon, mais certaines leçons valent bien le chemin difficile vers la compréhension. Et vous, avez-vous déjà dû prendre une décision difficile qui vous a mis en désaccord avec votre famille? Comment avez-vous géré cela? Y a-t-il eu, au final, une guérison ou une compréhension? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé de la valeur dans mon histoire, mettez un « j'aime », abonnez-vous et partagez avec d'autres qui pourraient se débattre avec des problèmes de limites familiales. Merci de m'avoir écouté, et souvenez-vous, parfois, les décisions les plus difficiles mènent à la croissance la plus nécessaire.